Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek avec pas mal de sujets. Alors je vais parler de Blooder Team, Tencent. Tencent est un gros groupe chinois qui va injecter de l'argent dans Blooder Team, vous allez comprendre pourquoi, et je vais parler de capitalisation, vous allez voir, je vais faire des comparatifs entre capitalisation et je vais parler donc de Tencent, c'est assez intéressant. Je vais également parler de TSMC, on a appris deux news dessus, dont une qui, on va dire, est un peu inquiétante en termes de géostratégie. Vous allez voir pourquoi. On va parler également de Switch, en particulier d'un émulateur, un émulateur qui fait grand bruit sur PC, puisque sur PC on obtiendrait des résultats fabuleux sur tous les jeux Switch, et vous allez voir, vous allez comprendre. On va parler également de Xbox Series S, et oui, Xbox Series S, est-ce qu'elle va servir à quelque chose finalement? Pourquoi Microsoft ils ont fait ça par rapport à la Xbox One X? Et je vais revenir techniquement parlant dessus, par rapport à la Xbox One X, sur la Xbox Series S, et également sur le RDNA versus le GCN, vous savez, l'architecture. A tout de suite. Alors comme vous avez sans doute entendu parler de la nouvelle, Blooder Team va avoir de l'argent, de la capitalisation, ils font un appel de fonds, et c'est Tencent qui a répondu, enfin ils ont choisi Tencent, pour 22% en termes d'actionnariat, c'est-à-dire que Tencent possède 22% de l'actionnariat de Blooder Team, parce que Blooder Team veut se lancer dans des grands jeux. Alors je vous rappelle, Blooder Team, c'est The Medium, en particulier le dernier jeu qu'ils ont fait, ils sont en discussion avec Konami et Take-Two, on parle d'eux pour le futur Silent Hill, donc voilà, ils veulent se spécialiser dans les jeux d'horreur et augmenter leur aura dans ce style de jeu, en particulier en faisant des AAA sur ce style de jeu, donc ils ont besoin bien entendu de capitalisation, de moyens financiers pour recruter et pour aller plus loin. Ce qui est assez intéressant, c'est sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'on pensait à Xbox Studio, Microsoft aurait pu racheter ce studio, vous rappelez-vous, The Medium est apparu Day One sur le Game Pass, et on s'est dit, potentiellement, dans le futur, Blooder Team pourrait appartenir au studio Xbox. Visiblement, le patron de Blooder Team voulait son indépendance totale. Il l'a dit d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il a choisi un groupe extérieur. Est-ce qu'avec Tencent, il sera totalement indépendant? Ça, c'est une autre question. On peut présumer que oui, pour le moment en tout cas. Tencent qui possède quand même de gros groupes déjà, c'est énorme comme groupe, hein. Il possède Riot Games, rappelez-vous, c'est LoL en particulier, League of Legends, et il possède aussi 40% de la capitalisation de Epic Games. Et oui, Epic Games quand même, Fortnite, mais surtout Unreal Engine 4 et 5 qui va arriver. Pour vous donner la comparaison et un petit peu quand même ce que c'est Tencent, je vous rappelle, groupe chinois, eh bien Ubisoft c'est 6 milliards de capitalisation environ. Renault c'est 11 milliards de capitalisation. EDF qui est un groupe quand même reconnu dans le monde, c'est 44 milliards de capitalisation. Sony 135 milliards de capitalisation, ça commence à faire. TSMC, vous savez, le fondeur principal numéro 1 au monde, c'est 570 milliards de capitalisation. Eh bien Tencent, c'est 606 milliards de capitalisation. Pour vous donner un exemple, parmi les plus gros, Microsoft, c'est 2200 milliards de capitalisation. On peut dire que c'est beaucoup plus, oui, mais quand même, Tencent, 606 milliards en termes de capitalisation. Donc on verra dans l'avenir si Tencent n'est pas intéressé de tout racheter, en tout cas d'être majoritaire pour cette société, comme il le fait pour beaucoup d'autres sociétés. C'est une affaire à suivre. Alors, deux nouvelles sur TSMC assez intéressantes. Ils ont augmenté leurs bénéfices de 16% le troisième trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre 2020. Donc tout fonctionne bien pour TSMC. Samsung, c'est exactement la même chose. Ils ont fait leur meilleur chiffre depuis plus de 3 ans. Donc ça prouve que quand même les fabs marchent à plein tube. Ben oui, c'est normal, les fondeurs produisent à plein régime, puisqu'il y a pénurie de fabricants de silicium, on le sait, partout dans le monde, et qu'il y a des usines partout en construction chez tout le monde. Mais le point le plus important et un peu géostratégique, comme j'ai expliqué, c'est que la secrétaire du commerce aux États-Unis a dit qu'elle voulait, en particulier, elle a envoyé des dossiers, des questionnaires à tous les fondeurs du monde entier, dont TSMC bien entendu, pour leur demander comment ça se fait qu'on a pénurie. Donc tout un ensemble de questionnaires. Et TSMC a réagi en disant qu'il ne voulait absolument pas et qu'il ne le ferait jamais divulguer des informations confidentielles aux États-Unis. Puisqu'il y a quand même un petit peu ingérence de la part des États-Unis, rappelez-vous déjà vis-à-vis de la Chine ce qui est arrivé, mais vis-à-vis aussi de l'Europe. Et là, visiblement, l'administration de Joe Biden intensifie son action un petit peu d'ingérence. D'autant plus qu'ils ont menacé. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit que s'il n'y avait pas de réponse, ils auraient d'autres moyens pour faire répondre les entreprises. Ce que je trouve juste un peu limite en l'occurrence. C'est-à-dire, grosso modo, expliquez-nous pourquoi nous, aux États-Unis, on ne reçoit pas toutes les pièces que l'on veut
par rapport à votre fabrication. Grosso modo, arrêtez de produire pour les autres et produisez exclusivement, ou en tout cas en priorité, pour nous, les États-Unis. C'est un peu ça le message qu'il y a derrière, je pense. Donc TSMC, bien entendu, a refusé de répondre à toutes les questions. Ils étudient pour l'instant le questionnaire, mais ils ont dit, attention, s'il y a la moindre question qui serait susceptible de dévoiler un secret professionnel de la part de TSMC ou d'un client quelconque de TSMC, on n'y répondra pas. Et Taïwan a accentué en disant qu'ils défendraient bien entendu leur entreprise. Donc on commence petit à petit à entrer dans une guerre commerciale, discrète certes, mais un peu guerre commerciale. C'est pas très serein tout ça, je trouve personnellement. On voit que au moment de la pénurie, vous savez, c'est un petit peu comme lors du Covid, on a eu bien entendu tout ce qui est papier toilette qui a été dévalisé dans les magasins sans comprendre pourquoi. Quand il y a des problèmes aussi de pétrole, on voit les queues devant les pompes à essence, et bien c'est un peu la même chose à haut niveau, c'est-à-dire au niveau commercial entre pays, c'est-à-dire grosso modo il y a pénurie, et bien chaque pays maintenant tire la couverture à soi avec le pouvoir bien entendu dont il dispose. Dernier point concernant TSMC, vous avez probablement été informé comme quoi TSMC et Sony étaient en pourparlers, et oui, pour fabriquer une fab process au Japon, avec bien entendu le gouvernement japonais d'un côté et sûrement taïwanais de l'autre. Alors je vois d'ici ce que vous pensez, c'est-à-dire grosso modo, ah oui, ils vont fabriquer la PS5, peut-être la PS5 Slim et la future PS5 Pro éventuelle, là-bas en 2025, puisque cette fab va sortir de terre théoriquement en 2024. Alors attention, déjà il faut qu'elle soit entamée cette fab, parce que les négociations sont en cours, et il faudra sûrement bien plus que 2 ans pour la construire, qu'elle soit pleinement opérationnelle, c'est-à-dire probablement plutôt 2025, on verra. Mais si ça se fait, eh bien moi je pense que non, la PS5, l'APU de la PS5, AMD ne se fera pas là-bas dans le futur, en tout cas tout de suite. Je m'en explique, cette fab est estimée à 6 milliards de dollars, c'est l'investissement global que coûterait cette fab. Le Japon est bien entendu très intéressé et va mettre un investissement dessus, tout comme Sony, tout comme TSMC. Eh bien ça veut dire quoi 6 milliards de dollars? Eh bien c'est la moitié de ce que coûte la fabrication, vous savez, de TSMC, de l'usine de TSMC, en Arizona, 12 milliards de dollars pour faire du 5 nanomètres. Donc déjà, l'investissement est de moitié. Or, il faut savoir qu'à TSMC, en plus, l'usine qui va être fabriquée est une fab classique, plutôt moyenne, puisqu'elle ne va sortir que 20 000 wafers par mois, contrairement au gigafab, par exemple à Taïwan de TSMC, qui sort 100 000 wafers par mois. Donc c'est juste différent en termes de taille. Or là, on a moitié d'investissement. Et de plus, on connaît l'information, le Japon est très intéressé, pourquoi par cette fab? Eh bien pour avoir son indépendance nationale, comme tous les pays, comme les États-Unis, comme l'Europe, avoir des fabs sur leur sol pour être indépendants et ne pas subir les variations en fonction des demandes sur chaque fab à TSMC à Taïwan. C'est-à-dire, grosso modo, dire, eh bien effectivement, nous on veut privilégier l'automobile, c'est ce qu'ils veulent en premier, parce que Toyota et d'autres groupes, d'autres fournisseurs de puces pour les constructeurs automobiles sont en pénurie. Line Stop, vous avez bien entendu parler de ça pour les fabricants automobiles. Et donc en ayant une fab TSMC sur leur sol, ils vont pouvoir fabriquer des puces pour les constructeurs automobiles japonais. Sony est intéressé pour les capteurs d'image aussi, parce que bien entendu, Sony ne fait pas que des consoles, ils font beaucoup d'autres produits, dont des caméras, des appareils photo, également des smartphones, avec des capteurs d'image pour la photographie, et ils doivent en produire beaucoup. Ce serait une fab qui serait plutôt destinée, selon moi, à faire du 16 nanomètres, 14 nanomètres, peut-être du 10 nanomètres, mais sûrement pas pour l'instant du 7 nanomètres, et encore moins du 5 nanomètres, mais je peux me tromper, on verra, ils peuvent faire une ligne quand même 5 nanomètres, et dans ce cas-là, effectivement, produire des APU pour la PS5, Pro et PS5 Slim qui va venir dans le futur, c'est-à-dire en 2024-2025, si on a une PS5 Pro. Je crois plus par contre qu'elle pourrait être agrandie dans le futur, effectivement, pour une future éventuelle PS6, c'est-à-dire en 3 nanomètres, voire 2 nanomètres, mais ce ne serait pas avant horizon 2027-2028, ça on en rediscutera, mais en tout cas cette fab, pour l'instant, ne servira pas, je pense, pour la PS5. On verra si j'ai tort ou si j'ai raison. Et maintenant parlons de Yuzu. Yuzu, l'émulateur qui fait trembler Nintendo. Et oui, c'est un émulateur sur PC qui émule tous les jeux Switch. Et non seulement il les émule, mais il les émule en mieux. C'est-à-dire que grosso modo, vous pouvez faire du 4K 60 FPS sans problème avec une GTX 1060. On ne parle pas de RTX 3000, hein. Une GTX 1060, vous pouvez émuler tous les jeux Switch, par exemple Zelda Breath of the Wild, à 4K 60 FPS sur votre PC, ou pourquoi pas sur un téléviseur à partir de votre PC. Donc bien entendu, ça va pas trop plaire à Nintendo. Alors attention, Yuzu est totalement légal, les émulateurs sont totalement légaux,
Par contre, ce qui n'est pas légal, c'est de télécharger le jeu pour le mettre sur l'émulateur. Ça, c'est autre chose. Mais quand même, ça va poser de sérieuses questions à Nintendo. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Bon, c'est pas le même écosystème. Nous, ce qu'on aime bien, c'est la console. Vous savez, la console portable. Et le PC portable, ça va être un peu difficile quand même. C'est pas tout à fait la même chose qu'une vraie console portable. Oui, tout à fait. Sauf que vous oubliez une console qui va arriver, la Steam Deck. Et oui, la Steam Deck. La Steam Deck qui serait donc capable d'émuler les jeux sur son écran, des jeux Nintendo, et qui serait peut-être même capable de les émuler de façon plus puissante, car la Steam Deck est plus puissante quand même que la Nintendo de base. Je vous rappelle que la Nintendo OLED. Et donc finalement, de rendre grâce au jeu par rapport à la Nintendo Switch OLED, ce qui fait quand même que ça ferait grincer des dents Nintendo. Donc on va suivre l'affaire, parce qu'effectivement, peut-être quand même qu'il y aura une grande majorité de gens qui resteront sur Nintendo, je le pense, bien entendu. Mais si des jeux commençaient à apparaître, des jeux Nintendo pirates, oui, bien entendu, mais pirates apparaissaient sur la Steam Deck et que ça, le bruit se répandait tout autour avec l'émulateur Yuzu, eh bien je pense que Nintendo grincerait un peu des dents. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parlons de la Xbox Series S, la petite sœur de la Xbox Series X. Pas mal décrié, il faut bien le reconnaître, qui se vend moins bien que la Xbox Series X, bien entendu, parce que la différence de prix, il y a beaucoup de gens qui préfèrent le mettre dans la puissance de la Xbox Series X, parce qu'il y a des gens qui ont un téléviseur 4K, donc il est évident qu'il faut prendre la Xbox Series X sur du 4K. Mais la Xbox Series S, je l'ai toujours défendu, moi, pour du Full HD. J'ai un ami, par exemple, qui a un écran OLED, qui date de quelques années, qui est en Full HD. Donc je lui conseillerais plutôt, par exemple, la Xbox Series S, plutôt que la Xbox Series X pour le moment. D'autant plus que je pense, et je le pense toujours, qu'elle va baisser de prix l'année prochaine, ou en fin d'année, qu'elle va passer peut-être à 249 €, comme je l'ai déjà expliqué. Certains parlent même pour l'année prochaine, plutôt fin d'année prochaine, à 199 €. On verra s'ils ont raison. Mais voilà, beaucoup font le comparatif avec la Xbox One X, et ils disent, mais pourquoi ils ont fait cette console qui finalement n'est pas meilleure que la Xbox One X, voire même plus mauvaise en 4K? Eh bien, je vais donner selon moi les raisons côté Microsoft, et puis on va voir si effectivement elle est beaucoup moins puissante. Alors il suffit de regarder les spécifications techniques, et oui c'est ça le plus intéressant, et qui va départager les deux consoles. On voit que la Xbox One X possède 7 milliards de transistors pour son APU. Eh bien la Xbox Series S en possède 8 milliards de transistors. On voit que la surface de l'APU fait 197 mm² pour la Xbox Series S contre 360 mm², c'est juste énorme, pour la Xbox One X. Et oui, ça ressemble à la Xbox Series X en termes de surface. 16 nanomètres bien entendu pour le process, contre 7 nanomètres pour la Xbox Series S. Évolution importante du process, c'est pour ça qu'il y a une diminution de taille, vous voyez, augmentation de transistors, plus d'1 milliard de transistors supplémentaires, et pourtant on est bien moindre en termes de surface, 197 mm² contre 360 mm² pour la Xbox One X. Comme quoi le process, diminution du process, c'est important. Donc le premier point qui fait que bien entendu cette console est apparue, c'est le prix, c'est le coût. Et oui, parce que sur une plaquette de 300 mm² en 16 nanomètres, avec bien entendu 360 mm² de surface pour chaque APU de la Xbox One X, eh bien on n'aurait que 110 puces bonnes. Alors j'ai pris bien entendu une défectivité équivalente entre la Xbox One X 16 nanomètres et bien entendu le 7 nanomètres Xbox Series S. On peut avoir une défectivité différente, mais de peu, et surtout elle peut être plus haute ou plus basse, mais on va prendre un chiffre commun aux deux. On aurait donc 110 puces bonnes sur la Xbox One X, et on aurait en équivalence 242 puces bonnes sur la Xbox Series S. Vous commencez à comprendre, plus de 2,2 fois plus de puces bonnes à la sortie pour chaque plaquette de silicium de la Xbox Series S. Donc bien entendu beaucoup plus de puces. N'oubliez pas, parce que vous allez me dire, oui mais le 16 nanomètres c'est une vieille techno, elle est peu utilisée. Au contraire, c'est celle-ci qui pose problème le plus, vous savez, aux constructeurs automobiles qui n'ont plus de puces, puisqu'ils utilisent des technos qui sont plus anciennes, du 14 nanomètres, du 16 nanomètres. Ils n'utilisent pas ou peu du 7 nanomètres ou 5 nanomètres. Et donc c'est ces technos-là qui sont en pénurie en priorité, bien entendu le 7 nanomètres et le 5 nanomètres aussi. Alors le coût de la puce, vous allez me dire, eh bien écoutez, le 7 nanomètres c'est quand même assez nouveau, donc la plaquette coûte encore assez cher chez TSMC, ça coûte autour de 8 000 $ environ. Côté 16 nanomètres, on est plutôt à 4 000 $. Oui, mais ça fait quand même 36 $ par puce, pour 110 puces bonnes sur la plaquette de la Xbox One X, contre 33 $ pour la Xbox Series S, c'est-à-dire déjà un coût un tout petit peu réduit, alors que la technologie 7 nanomètres est beaucoup plus récente, et est amené à beaucoup baisser dans les années à venir, surtout lorsque le 3 nanomètres arrivera en masse.
Mais vous allez me dire, oui, tout ça c'est bien beau, mais ça ne prouve pas que la Xbox Series S soit vraiment intéressante en termes de puissance. Eh bien, on va regarder un peu les caractéristiques techniques. D'un côté, on a le GCN en architecture, Xbox One X, de l'autre côté, le RDNA 2 en Xbox Series S. Et quelles sont les différences principales entre ces deux architectures? Eh bien, c'est que AMD a énormément amélioré tout ce qui est cycle d'écriture et de lecture dans ses GPU. Il y a eu un parallélisme des instructions qui ont été également menées dans le RDNA qui permet aujourd'hui d'écrire ou de lire en même temps, ou quasiment en même temps, à la suite. Et vous voyez ainsi avec ce graphe que pour un même jeu d'instructions, on aura beaucoup moins de cycles d'horloge sur le RDNA que sur le GCN. Et ça c'est important pour la suite, c'est-à-dire que l'architecture RDNA va beaucoup changer la puissance de chaque compute unit, qu'on va comparer tout à l'heure. On a aussi un système de cache qui est maintenant différent. Avant, il ne concernait que le compute unit. Aujourd'hui, il concerne l'ensemble du GPU, c'est-à-dire ce que je vous ai parlé la dernière fois, tout ce qui est pixel rate, tout ce qui est texture mapping, bref, tous les composants qu'il y a autour du compute unit et qui permettent de faire du pixel rate. Vous savez, la gestion des triangles élémentaires pour la composition d'une image, le plaquage de textures, le calcul d'ombrage, etc., etc. Et tout ça maintenant, le L de cache qui est en écriture, eh bien il est sur l'ensemble, alors qu'avant il n'y avait pas de L de cache sur la plupart des éléments du GPU. Il y a également l'introduction d'un L1 cache en lecture qui permet également de paralléliser dans le GPU plusieurs compute units en même temps. Ça permet de lire en même temps sur plusieurs compute units après qu'il y ait eu calcul. Donc tout ça fait que le RDNA est à peu près 1,5 fois plus efficace que le GCN. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce qu'il y a 40 compute units de base dans la Xbox One X, et oui, quand même, c'est un gros monstre, il y en a 20 dans la Xbox Series S. Oui, mais ce ne sont pas les mêmes compute units, puisque je viens de vous expliquer qu'ils bénéficient de l'architecture RDNA, RDNA 2, et donc on peut considérer que c'est l'équivalent de 30 compute units GCN au minimum. Oui, mais vous allez me dire, il y a toujours plus de compute units côté Xbox One X, même avec ton calcul. Oui, mais attention, la fréquence a été modifiée, et oui, grâce par exemple à l'amélioration du process, on peut aller plus vite à consommation égale. Eh bien, c'est-à-dire qu'on est maintenant à 1565 MHz pour le GPU de la Xbox Series S, contre 1172 pour celui de la Xbox One X, donc bien plus lent. Et vous allez me dire, ça joue sur quoi? Eh bien, je vous l'ai déjà expliqué, différence de la PS5 versus la Xbox Series X. On est un peu dans le cas inverse, c'est-à-dire que la Xbox Series S, ce serait un peu la PS5, et la Xbox One X, la Xbox Series X, en comparaison, c'est-à-dire tout ce qui est pixel rate, vous savez, le nombre de petits triangles qu'on peut calculer à la seconde. Eh bien, la Xbox Series S fait du 50 gigapixels seconde, alors que la Xbox One X, qui pourtant paraît plus puissante, ne fait que 38 gigapixels seconde. Elle est donc capable de calculer moins de pixels à la seconde que ne peut le faire la Xbox Series S. Là où elle reprend l'avantage, bien entendu, exactement comme la Xbox Series X versus la PS5, c'est sur les textures, le plaquage de textures, le calcul de textures complexe. Eh bien, la Xbox Series S tourne à 125 gigatexels seconde, c'est comme ça que ça s'appelle, contrairement à la Xbox One X qui, elle, tourne à 187 gigatexels seconde. Donc on voit des avantages et des inconvénients des deux côtés, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire simplement qu'effectivement, Microsoft n'ont pas visé une console ultra puissante. Ils ont visé une remplaçante effectivement de la Xbox One X qui serait moins chère à fabriquer dans le temps, et ça va être bientôt le cas, et qui permettrait de la remplacer avantageusement, en particulier pour faire du Full HD. Et oui, du Full HD ou à la rigueur du 1440p, sûrement pas du 4K. Ça permettrait également pour les développeurs d'avoir la même base de développement et le même kit de développement RDNA, RDNA 2 et non plus RDNA 2 GCN. Bien entendu, vous allez me dire, oui, mais il y en a certains qui pointent quand même la difficulté. Et pourquoi il y a difficulté? Eh bien, en particulier pour une raison, c'est-à-dire la mémoire. Et oui, la mémoire, car la mémoire, effectivement, peut poser problème. 8 Go d'un côté contre 12 Go de l'autre, et surtout un bus de 384 bits côté Xbox One X, contre 128 bits seulement côté Xbox Series S. Alors en termes de bande passante, la Xbox Series S rattrape un peu le coup, on est à 224 Go/s contre 326 Go/s côté Xbox One X, mais effectivement il y a quand même une distance entre les deux et surtout en termes de quantité de mémoire. Ce qui peut effectivement poser un peu de problème pour l'optimisation des jeux sur la Xbox Series S. Mais il y a eu plusieurs exemples de la part de Digital Foundry qui ont montré qu'effectivement, lorsque c'était optimisé, et je dis bien lorsque c'était optimisé, c'est-à-dire lorsque les développeurs prenaient le temps,
Et c'est peut-être ça le problème de la Xbox Series S, c'est que ça, on doit prendre un peu plus de temps. Or, les développeurs, eux, ils veulent réduire le temps au maximum d'optimisation pour gagner en argent. Bien, lorsqu'on prend le temps, effectivement, on arrive à optimiser sur cette console et à faire du bon travail. Donc, en conclusion, Microsoft, bien entendu, a fait ça pour gagner de l'argent à terme sur la console, permettre également d'avoir un système uniforme. Je vous rappelle aussi un gros avantage quand même de la Xbox Series S par rapport à la Xbox One X, c'est son SSD. Et oui, même s'il fait 512 Go, bah quand même c'est un SSD, c'est-à-dire en termes de rapidité, d'exécution, de lecture et d'écriture, ça n'a rien à voir avec le HDD de la Xbox One X et c'est important de le préciser. Donc pour le prix, un prix quand même qui va baisser, bah je pense que cette console restera valable pour tous ceux qui ont un écran HD, un écran Full HD et non pas un écran 4K bien entendu. Dites-moi ce que vous en pensez, toujours pareil, en commentaire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter et pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne.